Après avoir démissionné, j'ai acheté ma maison de rêve pour guérir. Le premier soir, ma mère appelle, on emménage demain, papa est d'accord. Stupéfait, elle ajoute, sinon, tu peux trouver ailleurs. Tremblant, j'ai souri et préparé une surprise pour leur arrivée. On emménage demain. Ton père est d'accord. C'est ce que ma belle-mère m'a dit à 23h47, la toute première nuit où je dormais dans la villa en bord de mer pour laquelle j'avais économisé pendant 12 ans. 4,8 millions d'euros. Chaque centime venait de moi. Et avant même que je puisse répondre, elle a ajouté, si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à trouver un autre endroit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Mais j'ai souri, car je savais exactement ce que j'allais préparer pour leur arrivée. Ce que Victoire ne savait pas, c'est que son appel n'était pas seulement impoli. C'était la dernière erreur qu'elle commettrait jamais sous le nom des Fournier. Et la surprise que j'ai préparée. Il a fallu 220 personnes, l'estrade d'un gala, et une simple enveloppe craft pour la livrer. Je m'appelle Brigitte Fournier, j'ai 34 ans et j'habite à Nice, sur la Côte d'Azur. Maintenant, laissez-moi vous ramener en mars 2025, la semaine où j'ai démissionné et où j'ai cru être enfin libre. Ma mère est décédée quand j'avais 17 ans. Cancer des ovaires, diagnostiqué en avril, parti en septembre. 5 mois. C'est tout l'avertissement que j'ai eu avant que la personne qui m'aimait le plus au monde ne soit tout simplement plus là. Mon père, Gérard Fournier, était un avocat réputé en droit immobilier au sein du barreau de Nice. Il a fait son deuil de la seule manière qu'il connaissait, en travaillant jusqu'à ne plus rien sentir. 2 ans plus tard, il a épousé Victoire Dubois. Au début, elle était chaleureuse, attentionnée. Elle apportait des tartelettes au citron faites maison au dîner du dimanche et m'appelait ma chérie avec ce que je croyais sincèrement être de l'authenticité. Mais 6 mois après le mariage, les tartelettes au citron ont disparu, et la douceur aussi. Ça a commencé par de petites choses. Victoire a suggéré que je quitte ma chambre d'enfant, celle avec la banquette près de la fenêtre que ma mère avait construite, pour que Perrine, sa fille d'un mariage précédent, puisse avoir un vrai dressing. J'ai regardé mon père, attendant qu'il dise quelque chose. Il m'a serré l'épaule. Ce n'est qu'une chambre, ma puce. Ce n'a jamais été qu'une chambre. À Noël 2011, je n'étais pas sur la photo de famille. Victoire avait placé tout le monde devant la cheminée, et d'une manière ou d'une autre, il n'y avait plus de place quand je suis arrivé. Oh, a-t-elle dit en ajustant le col de Perrine. Je croyais que tu avais dit que tu ne voulais pas y être. J'ai payé mes propres études supérieures. Une bourse complète à l'université Côte d'Azur, plus 2 emplois à temps partiel, l'un dans une librairie, l'autre en donnant des cours particuliers de statistique. Perrine est allée dans une université privée à Biarritz, frais de scolarité entièrement couverts par mon père. Quand je lui ai demandé une fois pourquoi cette différence, il a semblé confus. Victoire a dit, tu préférais être indépendante. Sa phrase préférée, je ne suis pas méchante, je suis pragmatique. Elle utilisait cette phrase chaque fois qu'elle m'excluait de quelque chose. Et pendant 15 ans, je l'ai laissé faire. Voilà le truc quand on est invisible au sein de sa propre famille. Ça vous donne une quantité extraordinaire d'intimité. Après avoir obtenu mon diplôme en finance avec la mention très bien et les félicitations du jury, j'ai pris un poste d'analyste junior au groupe Stratégie Méridien, un cabinet de conseil exclusif du centre de Nice. En 3 ans, je dirigeais des missions clients. En 7 ans, j'étais consultante senior en stratégie, gérant des projets de restructuration pour des entreprises dont le chiffre d'affaires dépassait les 200 millions d'euros. Quand je suis parti, mon salaire de base plus les primes de performance s'élevait à environ 340 000 euros par an. Victoire ne l'a jamais su. Elle n'a jamais demandé. Au dîner de famille, ceux auxquels j'étais invité, qui se raréfiaient chaque année, elle balayait d'un geste de la main quand on parlait de mon travail. Brigitte fait quelque chose avec des feuilles de calcul. Puis elle se tournait vers Perrine. Raconte-leur ta nouvelle campagne marketing, ma chérie. Perrine est celle qui réussit. Je les ai tous laissés croire ça. À partir de 2013, j'ai investi chaque euro dont je n'avais pas besoin dans des fonds indiciels et 2 biens locatifs, un duplex dans le quartier de Fabron et un appartement près du CHU de Nice. Je vivais modestement. Je conduisais une Renault Clio de 7 ans. Je portais des vêtements de chez C.A. au dîner de Thanksgiving chez mon père,
tandis que Victoire exhibait un nouveau bracelet Cartier chaque année. En mars 2025, ma valeur nette s'élevait à environ 5,2 millions d'euros. Personne dans ma famille n'en avait la moindre idée. La seule personne qui savait tout était maître Antoine Lambert. Mon avocat depuis 2019, un spécialiste pointu en droit immobilier et en fraude financière. C'est Antoine qui, le premier, a signalé quelque chose d'étrange en juillet 2024 en examinant les registres de propriété de mon père pour une question de succession sans rapport. Il y a un acte de transfert pour la maison de Villefranche-sur-Mer, m'a-t-il dit. La signature de Gérard dessus me semble bizarre. Je conserve une copie certifiée conforme au cas où. Je l'ai remercié. Je l'ai classé. Je n'étais pas prête à me battre. Pas encore. En février 2025, mon corps a pris la décision que mon esprit reportait depuis des années. J'ai arrêté de dormir. Pas le genre de sommeil d'Instagram. Pas beau, je n'ai dormi que 5 heures. Je veux dire, je restais allongé dans mon lit à fixer le ventilateur de plafond des nuits entières. Mon cerveau tournant en boucle sur les livrables clients et les modèles de risque jusqu'à ce que ma poitrine me donne l'impression que quelqu'un se tenait dessus. Mon médecin, une interniste sans chichi nommée docteur Hélène Langlois, m'a convoqué après que mes analyses de sang ont révélé des niveaux de cortisol qu'elle a décrits comme alarmants. Elle m'a dit de prendre au moins 6 mois de congé. Sans négociation. J'ai remis ma démission le 28 février. Mon associé directeur, Martin Chevalier, m'a serré la main et a dit « La porte te sera toujours ouverte quand tu seras prête, Brigitte ». Je suis sorti du bureau avec un seul carton, et pour la première fois en une décennie, je ne savais pas quoi faire ensuite. Puis je me suis souvenu de ma mère. Elle parlait souvent d'une petite maison au bord de l'océan. Rien d'extravagant, juste un endroit avec une terrasse et le bruit des vagues. Elle disait qu'elle l'achèterait à sa retraite. Elle n'a jamais pris sa retraite. J'ai trouvé l'annonce un jeudi après-midi. Saint-Jean-Cap-Ferrat, à seulement 20 minutes de Nice, 6 chambres, bardage en cèdre blanchi, une terrasse panoramique face à la Méditerranée. 390 mètres carrés. Prix affiché, 4,8 millions d'euros. J'ai appelé Antoine. J'ai appelé mon courtier en prêt. J'ai versé un acompte de 20%, soit 960 000 euros, le 5 mars et j'ai finalisé l'achat le 21 mars. J'ai emménagé le 22 mars, un samedi. Cette première nuit, je me suis assise sur la terrasse avec un verre de vin, écoutant les vagues se briser sur le rivage. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, j'ai eu le sentiment d'appartenir à un endroit. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille, mais Perrine a vu une story Instagram d'une amie commune qui avait tagué Saint-Jean-Cap-Ferrat et m'a reconnu en arrière-plan. Elle l'a dit à Victoire, et ce soir-là, mon téléphone a sonné. 23h47. Le numéro de Victoire s'affichait sur mon écran. Je n'avais pas répondu à un de ses appels depuis 3 mois, mais quelque chose à propos de cette première nuit dans la maison, le vin, les vagues, le sentiment stupide que peut-être les choses pourraient être différentes, m'a fait décrocher. Perrine m'a parlé de ta petite villa en bord de mer, a dit Victoire. Pas de bonjour, pas de félicitations. Sa voix avait ce ton sec et organisateur qu'elle utilisait pour réarranger les meubles ou la vie des gens. Comme c'est gentil. Écoute. Ton père et moi avons besoin de changer d'air. La ville a été épuisante. On emménage demain. Ton père est d'accord. Je suis restée silencieuse pendant 5 secondes. Elle les a comblées. La suite parentale, évidemment. Perrine prendra la chambre avec vue sur la mer. Tu peux prendre celle à l'arrière. Elle est petite, mais tu as l'habitude des petits espaces. Ma main libre s'est agrippée à la rambarde de la terrasse. Papa a vraiment dit ça? Je peux lui parler? Il dort. Ne le réveille pas. Tu connais son cœur. Et honnêtement, Brigitte, si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à trouver un autre endroit. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te payer un petit hôtel. Mes mains tremblaient. Ma mâchoire était crispée, mais ma voix est sortie stable, presque douce. Bien sûr, Victoire. Je vais tout préparer pour votre arrivée. Elle a raccroché sans dire au revoir. Elle ne disait jamais au revoir. Je suis resté assise dans le noir pendant 20 minutes, fixant l'océan que je ne pouvais pas voir. Puis j'ai appelé mon père. Il était minuit 15.
Il a décroché à la deuxième sonnerie. Complètement réveillé. Ma chérie, a-t-il dit. Je n'ai rien dit de tout ça. Victoire m'a dit que tu nous avais invités pour le week-end. C'est là que j'ai compris, de la même manière qu'Antoine avait dû comprendre 8 mois plus tôt en regardant une signature qui ne correspondait pas. Si Victoire pouvait contrefaire les paroles de mon père en face de moi, contrefaire son nom sur un bout de papier n'était rien. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais pour la première fois en 15 ans, je n'étais pas triste. J'étais lucide. Le lendemain matin à 7 heures, j'ai appelé maître Antoine Lambert. La copie certifiée conforme de l'acte de transfert de Villefranche-sur-Mer, ai-je dit. Celle avec la signature qui semblait bizarre. J'ai besoin de la voir aujourd'hui. Antoine n'a pas demandé pourquoi. Il me connaissait assez longtemps pour reconnaître le changement. À 9h30, les documents sont arrivés dans mon email crypté. Une copie scannée d'un acte de transfert daté du 12 avril 2024, c'est dans la maison familiale de mon père à Villefranche-sur-Mer, évaluée à 1,2 million d'euros, à une entité appelée Propriété Prestige du Bois SARL. Je n'en avais jamais entendu parler. Mon père non plus, j'en étais certaine. J'ai consulté le registre du commerce et des sociétés de Nice. Propriété Prestige du Bois SARL avait été enregistrée en novembre 2022. Membre unique, Victoire R. Dubois. Pas d'autres dirigeants, pas d'autres noms. Puis j'ai fait ce que 12 ans de conseil m'avaient appris à faire. J'ai comparé les signatures. J'ai pris la signature de Gérard Fournier de l'acte de transfert et je l'ai mise à côté de ses signatures sur son testament, sa procuration médicale et une carte d'anniversaire qu'il m'avait envoyée en 2023. Les différences étaient immédiates. Le G majuscule de Gérard manquait de sa boucle distinctive. La pression du stylo était inégale. Forte au début, légère à la fin. La marque de quelqu'un qui dessine une forme plutôt que d'écrire un nom. Antoine a confirmé ce que je savais déjà. Ce n'est pas une signature faite à la va-vite. C'est une imitation. Mais nous avons besoin d'un expert certifié pour que ça tienne. Il m'a recommandé Patricia Solange, une experte en documents accréditée par l'Ordre national des experts en documents et écriture. Elle avait témoigné dans plus de 40 affaires fédérales. Si elle disait que la signature était un faux, aucun tribunal en France ne le contesterait. Il y a autre chose, a dit Antoine. J'ai trouvé 3 retraits du père de Gérard totalisant 380 000 euros, acheminés vers un compte à la Banque du Littoral Azuréen au nom de V. Dubois. Nous aurons besoin d'une ordonnance pour obtenir les relevés complets. Je fixais l'écran. Ce n'était plus un drame familial. C'était un crime. Ils sont arrivés le lendemain matin à 10 heures. 2 SUV noirs remplis jusqu'au toit de bagages, de coussins décoratifs et de ce qui semblait être un jeu complet de serviettes de bain monogrammées. Victoire est sortie la première, des lunettes de soleil de créateur relevées sur ses cheveux platine, inspectant la propriété comme un acheteur inspecte une saisie. Pas mal, a-t-elle dit, pour une première maison. Une première maison, 390 mètres carrés, 4,8 millions d'euros. Elle s'est dirigée directement vers la suite parentale comme si elle avait déjà mémorisé le plan. En 1 heure, mes vêtements étaient en tas dans le couloir, et ses housses de vêtements pendaient dans mon placard. Perrine a pris la chambre avec vue sur l'océan. On m'a dirigé vers la plus petite chambre du rez-de-chaussée, celle initialement prévue comme lingerie, dans ma propre maison. Mon père les suivait, portant un unique sac de sport, ressemblant à un homme qu'on avait fait monter dans la mauvaise voiture. Il a croisé mon regard dans le couloir et a articulé « Je suis désolé ». J'ai légèrement secoué la tête. Pas encore. Ce soir-là, Victoire a invité 3 couples de son cercle social pour dîner, sans préavis, avec les courses que j'avais faites. Elle leur a fait visiter chaque pièce, sa main balayant la cuisine ouverte comme une animatrice de jeux télévisés. Gérard voulait une villa en bord de mer, leur a-t-elle dit, rayonnante. Alors, je l'ai fait. Personne à cette table ne savait que j'étais la propriétaire. Personne n'a demandé. J'ai fait la vaisselle. J'ai souri. Et à 21h47, mon téléphone a vibré avec un email d'Antoine. Patricia Solange avait terminé son examen préliminaire. Sa conclusion, la signature sur l'acte de Villefranche-sur-Mer était très probablement une imitation. J'ai séché la dernière assiette, je l'ai rangée sur l'étagère et je suis allé dans ma petite chambre. À 23h, quand la maison était silencieuse, un deuxième email d'Antoine est arrivé. L'objet disait «
appelle-moi demain à la première heure. C'est plus gros que ce qu'on pensait. J'ai attendu jusqu'à 6h45, puis je me suis glissé par la porte arrière et j'ai marché jusqu'à la plage. La marée était basse, le sable encore sombre d'humidité. J'ai appelé Antoine depuis le bord de l'eau, là où les vagues couvriraient ma voix. Les retraits du père n'étaient que le début, a-t-il dit. Elle a ouvert une carte de crédit supplémentaire au nom de Gérard, son numéro de sécurité sociale, son historique de crédit, elle comme utilisatrice autorisée. Solde actuel, 47 000 €. Les dépenses incluent une retraite de luxe dans un spa à Évian-les-Bains, 2 sacs à main Chanel, un vol en première classe pour New York, rien de tout cela que Gérard n'a jamais approuvé. J'ai fermé les yeux. L'océan rugissait devant moi. Et il y a un troisième compte, a poursuivi Antoine. Un compte d'épargne intitulé Fiducive et Dubois dans la même banque. 215 000 €. Source, virement depuis leur compte courant commun, catégorisé comme dépenses ménagères. J'ai fait le calcul, debout là, l'eau salée s'infiltrant dans mes baskets. La maison de Villefranche-sur-Mer, 1,2 million. Le père, 380 000. La carte de crédit, 47 000. Le compte de fiducie, 215 000. Total approximatif, 1,842 millions d'euros soustraits à mon père sans qu'il le sache, alors qu'il se remettait d'une légère crise cardiaque et faisait confiance à sa femme pour gérer le foyer. Ce même après-midi, Patricia Solange a déposé son rapport officiel. Rapport numéro PS 250087. Sa conclusion était sans ambiguïté. La signature sur l'acte de transfert du 12 avril était une imitation, évaluée au plus haut niveau de probabilité que la discipline reconnaisse. On est face à un faux en écriture et à l'exploitation d'une personne vulnérable, a dit Antoine. Les deux sont des crimes selon le code pénal français. Que veux-tu faire? Si je le signale maintenant, Victoire se fait arrêter. Gérard est pris au dépourvu. Toute la ville le sait avant le dîner. Et s'il y a une autre solution? Antoine a fait une pause. Le gala de charité annuel de l'Ordre des avocats de Nice a lieu le 14 juin. Victoire y est honorée. Philanthrope de l'année. Si une partie de cet argent volé a alimenté la fondation, la récompense est construite sur une fraude. Il a laissé l'implication en suspens. Tu veux finir ça dans un commissariat ou sur la scène qu'elle s'est construite? Je connaissais la réponse avant qu'il ait fini la question. 84 jours. C'est ce que j'avais entre le 23 mars et le 14 juin. La nuit du gala, j'ai divisé le plan en 3 phases. Phase 1, de mars à avril, compiler chaque preuve dans un dossier qui pourrait résister à l'examen d'un juge, d'un journaliste ou d'une salle pleine d'avocats. Phase 2, mai, protéger mon père. Transférer la surveillance de ses finances à un fiduciaire indépendant, stabiliser sa santé et le préparer à ce qui allait arriver. Phase 3, les 2 premières semaines de juin, coordonner la révélation lors du seul événement qui comptait plus que tout au monde pour Victoire. Antoine a déposé la demande d'ordonnance auprès du tribunal de Nice le 28 mars. Délai estimé, 30 à 45 jours. Patricia Solange travaillait déjà sur sa comparaison forensique complète. Les pièces bougeaient, mais j'avais besoin d'une personne de plus. Quelqu'un dont Victoire ne pourrait pas rejeter la crédibilité et dont la plateforme pourrait durer plus qu'une seule soirée. J'ai appelé Adèle Blanchard. Adèle avait 52 ans, rédactrice en chef à la revue mondaine de la Côte d'Azur, le magazine qui chroniquait chaque gala, collecte de fonds et garden party de la haute société locale. Plus important encore, elle avait été la colocataire de ma mère à l'université. Elles étaient restées proches jusqu'à la fin. Adèle était l'une des dernières personnes à rendre visite à ma mère en soins palliatifs. Quand je lui ai raconté ce que j'avais trouvé, la ligne est restée silencieuse un long moment. Puis Adèle a dit, j'ai des doutes sur Victoire depuis des années. Elle fait de gros dons mais ne laisse personne voir les comptes. Chaque fois que j'ai proposé un article d'audit, mon éditeur l'a tué. Trop d'annonceurs dans son cercle. Adèle a accepté d'assister au gala en tant que membre accrédité de la presse. Si les preuves tenaient, elle publierait un article d'investigation complet dans la revue mondaine de la Côte d'Azur, une publication avec 85 000 lecteurs parmi l'élite de la Côte d'Azur. Une condition, a-t-elle dit. Chaque document est vérifié indépendamment avant que j'écrive un mot. Je ne l'aurais pas voulu autrement. Vivre avec Victoire dans la villa pendant ces semaines, c'était comme partager une cage avec quelqu'un qui ne savait pas que la serrure était déjà cassée. Avril s'est installé,
et elle aussi. Elle a changé les serrures de la suite parentale, ma suite parentale, sans demander. Elle a engagé un décorateur pour refaire le salon dans ce qu'elle appelait un style chic côtier. Nouveau coussin, une table basse en bois flotté, un canapé d'angle en lin à 6 000 €. La facture de 12 000 € est arrivée dans ma boîte aux lettres avec un post-it. Brigitte, occupe-temps. Bise, j'ai payé. J'avais besoin qu'elle soit à l'aise. J'avais besoin qu'elle soit négligente. Chaque vendredi, elle organisait ce qu'elle appelait des apéros au coucher du soleil. 5 ou 6 couples de son cercle niçois, buvant mon vin sur ma terrasse, écoutant Victoire raconter sa vie comme si elle l'avait construite de toutes pièces. Je l'ai entendu dire à une femme en étole de Cachemire, Brigitte traverse une phase, elle a quitté son petit boulot, elle vit sur ses économies. On est là pour la surveiller, en fait. La femme m'a regardé avec pitié. Je lui ai rempli son verre. Mon père m'a prise à part un soir dans la cuisine. Ça va, ma chérie? Victoire dit que tu as été stressée. Que tu ne gères pas bien le changement de carrière. Je vais bien, papa. Mieux que bien. Il a étudié mon visage mais n'a pas insisté. Gérard Fournier avait passé 63 ans à faire confiance aux mauvaises personnes pour lui dire la vérité sur les gens qu'il aimait. Un après-midi, alors que Victoire était à un rendez-vous au spa, j'ai pris l'iPad qu'elle avait laissé sur le comptoir de la cuisine. Son historique de navigation était encore ouvert. La recherche la plus récente, comment ajouter un nom à un acte de propriété France. Elle n'était pas juste en visite. Elle prévoyait de mettre son nom sur ma maison. Ce soir-là, Antoine a appelé. L'ordonnance a été approuvée. Relevé bancaire dans 2 semaines. Il a hésité. Mais Brigitte, il y a un autre compte que nous n'avons pas encore vu. Les relevés de la Banque du Littoral azuréen sont arrivés au bureau d'Antoine le premier lundi de mai, scellés dans une enveloppe de coursier marquée confidentiel, ordonnance du tribunal jointe. Il m'a appelé à midi. J'étais assise dans ma voiture sur le parking public de Saint-Jean-Cap-Ferrat, le seul endroit où j'étais sûr que Victoire n'entendrait pas. Le compte V. Dubois correspond à ce à quoi nous nous attendions. 380 000 € du père de Gérard déposés en 4 versements entre janvier et octobre 2024, a dit Antoine. La carte de crédit, nous le savions déjà, 47 000. Tu as dit qu'il y en avait un autre. Il y a un compte d'épargne intitulé Fiducie V. Dubois. Solde au mois dernier, 215 000 €. Tout a été transféré du compte courant commun que Gérard partage avec Victoire. Chaque retrait est listé comme dépenses ménagères, courses, entretien, factures, sauf que tout est allé sur ce compte séparé. Je fixais à travers le pare-brise les herbes des marais qui pliaient sous le vent. Dommage total, 1,2 million pour la maison, 380 000 du père, 47 000 sur la carte, 215 000 dans la fiducie. Total général approximatif, 1,842 million €. Il a laissé ce chiffre résonner. Antoine, si je le dis à mon père maintenant, il va la confronter. Il ne pourra pas s'en empêcher. Et ça pourrait ruiner le plan du gala ou, pire, son cœur. Je sais, mais il doit l'entendre avant cette nuit-là. Il doit monter sur cette scène en connaissant toute la vérité, et il doit signer une déclaration sous serment confirmant qu'il n'a jamais rien autorisé de tout ça. Nous nous sommes mis d'accord sur le 1er juin, 13 jours avant le gala. Assez tôt pour que Gérard se prépare, assez tard pour que Victoire n'ait pas le temps de construire une contre-narration. Cette même semaine, Patricia Solange a envoyé un addendum à son rapport. L'écriture de la signature contrefaite sur l'acte de Villefranche-sur-Mer était cohérente avec l'écriture sur la demande de carte de crédit frauduleuse. Même personne, mêmes habitudes de stylo, même crime. Le 1er juin, un dimanche. Je me suis réveillé avant l'aube et j'ai regardé le ciel passer du charbon à l'or pâle à travers la petite fenêtre de mon rez-de-chaussée. Victoire ne se lèverait pas avant 9 h. Elle ne se levait jamais tôt le week-end. J'avais une fenêtre étroite. J'ai trouvé mon père sur la terrasse à 5h45, assis avec une tasse de café qu'il s'était faite, regardant les pélicans planer au-dessus des vagues. « Viens marcher avec moi », ai-je dit. Nous avons pris la passerelle jusqu'à la plage. Le sable était frais sous nos pieds. J'ai attendu que nous soyons assez loin de la maison pour que même des cris ne puissent l'atteindre. Puis j'ai ouvert le dossier. Je lui ai montré l'acte de transfert, le rapport forensique, les relevés bancaires, les 3 comptes.
Je lui ai montré l'enregistrement de la SARL propriété Prestige du Bois au nom de jeune fille de sa femme. J'ai tout exposé comme je le ferais pour une présentation client. Les faits d'abord, les implications ensuite, les questions à la fin. Gérard a lu chaque page. Ses mains tremblaient. Une veine sur sa tempe a pulsé pendant 3 minutes entières. Aucun de nous n'a parlé. Le seul son était l'océan qui tirait sur le rivage. Je n'ai pas signé ça, a-t-il dit finalement, sa voix à peine audible au-dessus des vagues. Je n'ai jamais entendu parler de cette société. Je n'ai autorisé aucun de ces transferts. Il a pressé ses paumes contre ses yeux. Quand il les a baissés, ils étaient rouges. Je suis désolé, Brigitte. Mon Dieu, je suis tellement désolé. J'aurais dû te protéger. Tu ne savais pas, papa. Elle s'est assurée que tu ne saches pas. Gérard a tout accepté, la déclaration sous serment, le gala, le silence, jusqu'au 14 juin. Antoine a fait certifier sa déclaration jurée 2 jours plus tard à son bureau du centre-ville avec un témoin certifié présent. Alors que nous retournions à la maison ce matin-là, mon père s'est arrêté au bas des escaliers de la passerelle. Il m'a prise dans ses bras, le premier câlin en 8 ans, et il a murmuré si bas que j'ai failli le manquer, « Ta mère serait fière ». Je ne savais pas encore que la voix de ma mère m'atteindrait une dernière fois avant que tout cela ne soit terminé. D'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. 13 jours. Victoire a passé chacun d'eux à se préparer pour la nuit qui, croyait-elle, couronnerait son héritage. Elle a engagé un styliste personnel, 3 500 € pour une seule consultation. Elle a commandé une robe couleur champagne sur mesure dans une boutique de la rue Paradis. 8 200 €, 2 essayages, ourlés au millimètre près. Chaque soir après le dîner, elle se tenait devant le miroir de la suite parentale et répétait son discours de remerciement, faisant des gestes à un public invisible avec la grâce étudiée de quelqu'un qui avait passé sa vie à jouer la générosité. Le 8 juin, elle m'a dit que j'étais attendu au gala pour les apparences. Elle a dit, tu seras assise à l'arrière, évidemment, mais j'ai besoin que la famille soit là. Ça rend mieux sur les photos. Elle a fait une pause, puis a ajouté, porte quelque chose de simple. Ce n'est pas ta soirée. Bien sûr, Victoire, je ne rêverai pas de te voler la vedette. En coulisses, chaque rouage tournait. Antoine finalisait le dossier de preuve, la déclaration sous serment de Gérard, le rapport forensique de Patricia Solange, les relevés bancaires complets, l'enregistrement de propriété Prestige du Bois SARL. Et une capture d'écran de l'historique de navigation de Victoire récupérée sur l'iPad de la maison. Tous des originaux, tous vérifiés, scellés dans une enveloppe Kraft. Le 10 juin, Antoine a rencontré le juge Raymond Hubert, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice, qui supervisait personnellement le gala. Antoine a présenté le dossier. Le juge Hubert l'a examiné pendant 45 minutes dans son bureau, a posé 3 questions de clarification, puis a enlevé ses lunettes de lecture. C'est extrêmement sérieux, a-t-il dit. En vertu de l'article 7.3 des statuts de notre ordre, toute allégation étayée de faute financière doit être traitée avant qu'un titre honorifique ne soit conféré. Je vais prendre les dispositions nécessaires. Victoire ne savait rien. Elle était trop occupée à choisir entre des clous d'oreilles en diamant et des boucles d'oreilles pendantes. Le 12 juin, elle m'a vu parler au téléphone dans le jardin et s'est arrêtée. C'était qui? Le spa, ai-je dit, je réserve un brushing pour le gala. Elle m'a toisé. N'en fais pas trop. Cette soirée est la mienne. Puis, le soir du 13 juin, un jour avant le gala, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je sais que Victoire n'est pas celle que vous croyez. Retrouvez-moi à la promenade des Anglais, 15 h demain. HB. J'ai fixé ces 2 lettres jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. J'ai failli ne pas y aller. Le gala était à quelques heures, et la dernière chose dont j'avais besoin était une distraction d'une inconnue avec des initiales cryptiques. Mais quelque chose dans la certitude de ce message. Je sais que Victoire n'est pas celle que vous croyez et me disait que cette personne attendait depuis longtemps de le dire. Promenade des Anglais, 15 h. Le 13 juin. Le soleil était brutal, le genre d'après-midi niçois qui fait miroiter l'air au-dessus du bitume. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé une femme s'approcher. Grande, cheveux argentés, la soixantaine, portant un blazer en lin impeccable malgré la chaleur. Elle marchait comme quelqu'un qui avait répété comment rester calme. Brigitte Fournier.
Elle m'a tendu la main. Je m'appelle Hélène Bernard. HB. Hélène s'est assise à côté de moi et m'a raconté une histoire que je n'avais jamais entendue. Une histoire que Victoire avait enterrée si profondément que même Google ne pouvait pas la trouver facilement. Avant Gérard, avant Nice, avant la fondation du Bois-Fournier et le personnage de philanthrope, Victoire avait été mariée à un homme nommé Richard Bernard, un dentiste réputé à Biarritz. Ils se sont mariés en 2005. En 2009, c'était fini. Après que Richard a découvert que Victoire avait discrètement transféré 190 000 € de leur compte commun vers un compte d'épargne personnel qu'elle avait ouvert sous son nom de jeune fille. Il n'a pas porté plainte, a dit Hélène. Il voulait un divorce propre, il voulait oublier. J'ai respecté ça pendant 16 ans. Mais j'ai vu votre nom dans un article de blog d'Adèle Blanchard, quelque chose sur les femmes dans le conseil à Nice, et je vous ai reconnu, la fille de Gérard Fournier. Elle m'a regardé fixement. Victoire a un schéma, Brigitte. Elle trouve des hommes qui réussissent mais qui sont confiants, prend le contrôle des finances et les saigne à blanc. Votre père n'est pas sa première victime. Hélène m'a tendu un dossier, une copie certifiée conforme du jugement de divorce, Bernard contre Dubois, 2009, avec la phrase dissipation des actifs matrimoniaux surlignée en jaune. 2 maris, 2 séries de fonds volés, le même stratagème, à 16 ans d'intervalle. Je suis restée silencieuse parce que j'avais honte, a dit Hélène. Si je peux aider votre père, je le ferai. Je l'ai remercié et j'ai appelé Antoine avant même d'atteindre ma voiture. La nuit du 13 juin s'est installée sur la villa comme une respiration retenue. Victoire était dans la suite parentale, répétant son discours une dernière fois. À travers la porte, je pouvais entendre la cadence de sa voix monter et descendre, reconnaissante, humble, répétée à la perfection. Dans la pièce voisine, Perrine arrangeait des bijoux sur la commode, tenant des boucles d'oreilles devant son reflet, complètement inconsciente que d'ici demain soir, chaque pièce de la vie que sa mère avait construite serait éparpillée sur le sol d'une salle de bal. Mon père a frappé à ma porte à 22 heures. Son visage était tiré, mais ses yeux étaient fermes. Les yeux d'un homme qui avait enfin cessé de détourner le regard. Il tenait une petite boîte en bois, en noyer, avec un fermoir en laiton terni. J'ai trouvé ça, a-t-il dit doucement, dans le tiroir verrouillé de la table de chevet de Victoire. Elle était au spa cet après-midi. Je ne cherchais pas ça. Je cherchais mes lunettes de lecture. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient 2 pages manuscrites pliées une fois. Le papier jauni sur les bords. L'écriture de ma mère. Je l'ai reconnue instantanément. Le I minuscule en boucle, la façon dont elle barrait c'était comme si chaque mot tendait vers quelque chose de mieux. La lettre était datée de 3 jours avant sa mort. Brigitte, ma fille courageuse, tu n'as besoin de la permission de personne pour vivre ta vie. Tu suffis. Tu as toujours suffi. Ne laisse jamais personne te faire douter de ça. Victoire avait gardé cette lettre cachée pendant 17 ans. Les derniers mots de ma mère pour moi, scellés dans une boîte, enfermés dans un tiroir, dans la chambre de la femme qui avait passé une décennie et demie à me dire que je n'étais rien. Mon père et moi nous sommes assis ensemble dans ma petite chambre et avons pleuré sans parler. Quand j'ai pu respirer à nouveau, j'ai plié la lettre et l'ai placée dans mon sac à main, celui que je porterai demain. Je ne la décevrai pas, papa. Avant d'éteindre la lumière, je suis passé devant le couloir qui menait à la terrasse. La silhouette de Victoire se découpait sur l'océan éclairé par la lune, le téléphone collé à l'oreille. Je me suis arrêté. Sa voix a flotté à travers la moustiquaire. Ne t'inquiète pas, après le gala, je leur ferai transférer l'acte de propriété. Elle ne s'en rendra même pas compte avant que ce ne soit fait. Elle parlait de ma maison, la maison que j'avais achetée avec 12 ans de travail invisible, et elle prévoyait de la prendre dès que son trophée serait en main. Je suis allé me coucher. J'ai mis mon réveil à 6 heures du matin et, pour la première fois en 84 jours, j'ai dormi profondément. 14 juin 2025. Le matin est arrivé, lumineux et calme, le genre de journée niçoise à faible humidité qui rend tout plus net qu'il ne devrait l'être. À 8 heures, j'étais dans le bureau d'Antoine Lambert, une suite au mur de verre au 3e étage d'un entrepôt reconverti sur le quai des États-Unis. L'enveloppe Kraft était posée entre nous sur son bureau, comme une arme chargée posée à plat. Nous avons passé en revue le contenu une dernière fois. L'acte de transfert contrefait avec le rapport forensique de Patricia Solange numéro PS 2025087.
les relevés de la Banque du Littoral azuréen pour les 3 comptes. La déclaration sous serment de Gérard, signée et attestée le 3 juin. L'enregistrement de propriété Prestige Dubois SARL. Le jugement de divorce de Bernard contre Dubois, 2009, et une capture d'écran de l'historique de navigation de Victoire. La recherche comment ajouter un nom à un acte de propriété en France. Horodaté, appareil identifié, sauvegardé en PDF. Hélène Bernard a confirmé ce matin, a dit Antoine. Elle a acheté un billet par l'intermédiaire d'Adèle, table 12. Elle est prête. À 10 h, Antoine a rencontré le juge Hubert au palais de justice pour un dernier briefing. Le juge avait déjà informé le comité d'organisation du gala que le prix de la philanthrope de l'année serait mis en pause avant la présentation, en attente d'une affaire liée à la nominée qui requiert l'attention de l'ordre. Le comité a accepté, à contre-cœur mais à l'unanimité. Personne dans l'élite juridique de Nice ne voulait que son prix phare soit entaché par une fraude non examinée. Victoire, pendant ce temps, passait la matinée dans un état de radieuse ignorance. Elle est sortie de la suite parentale à 14 h dans sa robe champagne, les cheveux relevés en un chignon brillant, un pendentif en diamant captant la lumière. Elle m'a inspecté dans ma simple robe noire et mes boucles d'oreilles en perles comme une reine inspecte une femme de chambre. Essaie au moins d'avoir l'air d'être à ta place là-bas, Brigitte. J'ai soutenu son regard. Ne t'inquiète pas, Victoire. Ce soir, tout le monde saura exactement où est ma place. Elle a froncé les sourcils, un bref pli entre des sourcils parfaitement épilés, mais elle vérifiait déjà son reflet dans le miroir du couloir. Elle avait des choses plus importantes en tête, du moins c'est ce qu'elle pensait. La grande salle de bal de l'hôtel Le Negresco était le genre d'endroit conçu pour que les gens ordinaires se sentent extraordinaires, et les gens extraordinaires immortels. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures. Des fenêtres du sol au plafond drapées de soie ivoire. Des tables rondes dressées avec de la porcelaine fine et des couverts en argent. Chacune ornée d'un centre de table de pivoine blanche et de bougies vacillantes. 220 invités, avocats, juges, législateurs, fondateurs d'associations, promoteurs immobiliers et les chroniqueurs mondains qui relataient chacune de leurs poignées de main. Tenue de soirée, manières impeccables. Dans une pièce comme celle-ci, la réputation n'était pas seulement une monnaie. C'était de l'oxygène. Victoire se déplaçait dans la foule comme si la soirée avait été chorégraphiée autour d'elle. Elle faisait la bise. Elle serrait des mains. Elle se penchait pour murmurer des choses qui faisaient rire les gens puissants. À un moment, je l'ai vue poser sa paume sur l'avant-bras du juge Hubert et dire avec le genre de sincérité que seule une vie de pratique peut produire, « Je suis si touché par cet honneur, Raymond. » Vraiment. Elle était assise à la table 1, la place d'honneur, juste devant la scène. Gérard était à côté d'elle, sa posture rigide, son verre d'eau intact. Il n'avait pas regardé Victoire depuis leur arrivée. Elle n'avait pas remarqué. J'étais à la table 18, près de l'entrée de service, la table que Victoire m'avait assignée. Antoine était assis à ma gauche, sa mallette rangée sous sa chaise. À la table 12, je pouvais voir Hélène Bernard, cheveux argentés, blazer en lin, observant la salle avec la patience de quelqu'un qui avait attendu 16 ans pour cette soirée. Dans la section presse, Adèle Blanchard ajustait son enregistreur et ouvrait une nouvelle page de son carnet. À 20 h 30, le maître de cérémonie a tapoté le micro. Mesdames et messieurs, avant de passer à la remise des prix de la soirée, l'ordre a une brève annonce à faire. Victoire s'est redressée sur sa chaise. Elle a lissé sa robe. Elle a souri. Le sourire généreux et photogénique qu'elle répétait devant les miroirs depuis des semaines. Puis le juge Raymond Hubert s'est levé de sa chaise, s'est dirigé vers le podium et a dit « Mesdames et messieurs, je regrette de vous informer que nous avons reçu des informations nécessitant notre attention avant de poursuivre ce soir. » 220 paires d'yeux se sont tournés vers la scène. Le sourire de Victoire n'a pas faibli. Pas encore. Mais j'ai vu ses doigts se resserrer sur sa serviette. La voix du juge Hubert a porté à travers la salle de bal avec la gravité mesurée d'un homme qui avait passé 30 ans sur le banc. En vertu de l'article 7.3 des statuts de l'Ordre des avocats de Nice, toute allégation étayée de faute financière impliquant un nominé doit être traitée avant qu'un titre honorifique ne soit conféré. Ce soir, nous avons reçu une plainte formellement documentée, étayée par des preuves forensiques, des témoignages sous serment et des dossiers financiers vérifiés de manière indépendante. Il a fait une pause. La plainte a été déposée par un membre de la propre famille du nominé.
Un murmure a parcouru les tables, le son silencieux et involontaire de 220 personnes recalibrant leurs attentes simultanément. Victoire était debout avant même que le jujubère n'ait fini. « C'est absurde », a-t-elle dit, sa voix parfaitement placée entre l'indignation et la stupéfaction. La voix d'une femme qui avait passé des décennies à contrôler les pièces. « Raymond, qui a déposé ça ? C'est un événement caritatif, pas un tribunal. » Le jujubère m'a regardé directement. « Mademoiselle Brigitte Fournier, vous avez été invitée à présenter vos preuves. » Le murmure est devenu une vague. Les têtes se sont tournées. Les yeux de Victoire m'ont trouvé à la table 18, au fond de la salle, exactement là où elle m'avait placé. Et pendant une longue seconde suspendue, nous nous sommes regardés à travers 17 tables, 220 témoins et 15 ans de silence. Je me suis levé. J'ai pris l'enveloppe Kraft, et j'ai marché. 17 tables, chaque pas délibéré, chaque pas audible sur le parquet poli. Je pouvais sentir le poids de chaque regard dans la pièce. Je pouvais entendre le froufrou des robes de soirée alors que les femmes se tournaient sur leurs chaises, le tintement d'un verre d'eau. Quelqu'un s'est assis trop lourdement. Gérard. La voix de Victoire a craqué le silence comme une allumette. Fais quelque chose. Elle essaie de me ruiner. Mon père est resté immobile. Ses mains étaient jointes sur la table. Il n'a pas regardé sa femme. Je suis monté sur scène. 220 visages me fixaient. La lumière du lustre était chaude et impitoyable. J'ai posé l'enveloppe sur le podium, me suis penché vers le microphone et j'ai pris une longue inspiration. Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit, ai-je dit. Je suis venu parce que la vérité ne pouvait plus attendre un jour de plus. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti le premier document. Le 12 avril 2024, un acte de transfert a été déposé au registre foncier de Nice, cédant la propriété de la maison familiale des Fournier à Villefranche-sur-Mer, valeur estimée à 1,2 million d'euros, à une société à responsabilité limitée appelée Propriété Prestige du Bois. J'ai levé l'acte. L'écran de projection derrière moi s'est allumé avec un scan haute résolution, le sceau du comté, la description légale, et en bas, une signature lisant Gérard A. Fournier. Cette signature n'est pas celle de mon père. J'ai passé à la diapositive suivante, une comparaison côte à côte. À gauche, la signature de l'acte. À droite, la signature authentique de Gérard de son testament, de sa procuration médicale et d'une déclaration sous serment signée le 3 juin de cette année. Les différences étaient visibles depuis le fond de la salle, la boucle manquante sur le G majuscule, la pression inconstante du stylo, la qualité mécanique d'une main qui copiait plutôt qu'elle n'écrivait. Cette analyse a été menée par Patricia Solange, une experte en documents accréditée par l'Ordre national des experts en documents et écriture, avec des témoignages dans plus de 40 procédures fédérales. Sa conclusion, énoncée dans le rapport PS 2025087, la signature est une imitation, au plus haut niveau de probabilité reconnu dans le domaine. La salle de bal était silencieuse, pas le silence poli d'un événement formel. Le silence sans air d'une pièce qui a collectivement cessé de respirer. Mon père s'est levé de la table 1. Sa voix était rauque mais claire. Je n'ai pas signé ce document. Je ne savais pas que cette société existait et je n'ai pas autorisé le transfert de ma maison. Victoire s'est agrippée au bord de la table. Gérard, dis-leur que tu l'as signé. Dis-leur. Il l'a regardé pour la première fois de la soirée. Puis il a lentement secoué la tête. Quelque part à la table 5, un homme a posé sa fourchette sur son assiette. Le petit tintement a résonné comme un coup de marteau. J'ai sorti la deuxième série de documents de l'enveloppe. Entre janvier et octobre 2024, 4 retraits totalisant 380 000 € ont été effectués sur le plan d'épargne retraite individuelle de Gérard Fournier et déposés sur un compte d'épargne à la Banque du Littoral azuréen. La diapositive suivante est apparue. Des relevés bancaires expurgés avec les numéros de routage, les dates et les montants surlignés. Le compte est enregistré au nom de V. Dubois. J'ai entendu une chaise gratter. Quelqu'un à la table 9 a chuchoté quelque chose à la personne à côté de lui. De plus, une carte de crédit supplémentaire a été ouverte en utilisant le numéro de sécurité sociale de Gérard Fournier sans sa connaissance ni son consentement. Solde actuel, 47 000 €. Les frais incluent des voyages de luxe, des achats de créateurs et des soins de spa personnels, dont aucun n'apparaît dans les dossiers personnels de Gérard. La troisième diapositive.
Un compte d'épargne séparé intitulé Fiducive et Dubois détient 215 000 € transférés du compte courant commun des Fournier, déguisés en dépenses ménagères de routine. J'ai posé les relevés sur le podium. Le montant total détourné des actifs de mon père sans sa connaissance ou son autorisation est d'environ 1,842 millions d'euros. Selon le code pénal français, l'abus de faiblesse d'une personne vulnérable. Mon père a 63 ans avec des antécédents cardiaques documentés est un crime. Victoire s'est tournée vers la salle. Les larmes sont venues immédiatement, brillantes, parfaitement synchronisées, coulant sur des joues qui n'avaient pas plissé d'émotions sincères depuis des années. Elle ment. Sa voix s'est brisée avec une fragilité étudiée. Gérard m'a donné accès à tout. C'est un malentendu familial, pas une affaire criminelle. Comment osez-vous transformer un dîner de charité en procès public? Le juge Hubert a parlé depuis son siège, sa voix aussi droite qu'un fil à plomb. Madame Dubois-Fournier, les preuves ont été vérifiées de manière indépendante. L'ordre révoque le prix de la philanthrope de l'année. Avec effet immédiat. La bouche de Victoire s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Puis, de la table 12, une femme s'est levée. Hélène Bernard s'est levée avec le calme d'une femme qui avait passé 16 ans à répéter ce moment dans son esprit. Mon nom est Hélène Bernard, a-t-elle dit, sa voix portant à travers la salle de bal avec la clarté de quelqu'un qui a enfin décidé d'arrêter de chuchoter. Victoire Dubois était auparavant mariée à mon ex-mari, Richard Bernard, un dentiste à Biarritz. Ils se sont mariés en 2005. Le mariage s'est terminé en 2009 après que Richard a découvert que Victoire avait transféré 190 000 € de leur compte commun vers un compte personnel sous son nom de jeune fille. Elle a levé un document relié. Ceci est une copie certifiée conforme du jugement de divorce, Bernard contre Dubois, tribunal de grande instance de Bayonne, 2009. La décision cite spécifiquement la dissipation des actifs matrimoniaux. Elle a passé le jugement au juge Hubert, qui l'a accepté sans un mot. Le murmure qui avait grandi dans la pièce a déferlé comme une vague. 220 personnes ont commencé à parler en même temps, d'abord en chuchotant, puis à pleine voix. J'ai vu une femme à la table 7 se couvrir la bouche. 2 avocats à la table 3 se sont penchés l'un vers l'autre avec des expressions que je reconnaissais de chaque salle de conseil où j'avais travaillé. Le regard de professionnels qui viennent de réaliser qu'ils se tenaient à côté d'une bombe. Victoire se tenait figée entre la table d'honneur et l'allée, sa robe champagne captant la lumière du lustre. Perrine était assise à côté de la chaise vide, des larmes coulant sur son visage, ses mains serrées sur ses genoux. Elle ne regardait pas sa mère. Elle regardait la nappe. Mon père s'est éloigné de la table d'honneur et a marché vers moi. Il a monté les 2 petites marches de la scène et s'est tenu à côté de moi au podium. Il n'a pas pris le microphone. Il n'en avait pas besoin. Gérard Fournier, debout à côté de sa fille, face à la salle, disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Victoire nous a regardés, puis les 220 visages qui, jusqu'à il y a 10 minutes, l'admiraient. Aucun d'eux n'a soutenu son regard. Elle a ramassé sa pochette. Elle a marché vers la sortie. Le son de ses talons frappant le sol en marbre a résonné dans la salle de bal longtemps après que la porte se soit refermée derrière elle. Personne n'a suivi. Pendant quelques secondes après la fermeture de la porte, la salle de bal a retenu son souffle. Puis le juge Hubert est retourné au podium. Le prix de la philanthrope de l'année 2025 ne sera pas décerné ce soir, a-t-il dit. L'ordre des avocats de Nice lancera un audit complet de toutes les donations reçues par la Fondation Dubois-Fournier. Nous vous demandons votre patience et votre discrétion alors que cette affaire suit les voies légales appropriées. Il s'est reculé du microphone. La salle a expiré. Ce qui s'est passé ensuite, je ne m'y attendais pas. Un homme à la table 3, grand, aux tempes argentées, avec l'allure de quelqu'un qui possédait l'immeuble où il travaillait, s'est levé et a traversé la salle de bal vers moi. Maître Douglas Renaud, associé fondateur de Renaud et Associés, l'un des cabinets de litige les plus respectés de la région. Il m'a serré la main. Vous avez présenté cela plus clairement que la moitié des avocats que j'ai engagés en 20 ans. Si votre père a besoin d'une représentation légale pour le divorce ou la plainte pénale, voici ma carte. Il l'a pressée dans ma paume. Pro bono. Derrière lui, Adèle Blanchard a croisé mon regard depuis la section presse. Elle a hoché la tête une fois, le genre de hochement de tête qui signifie « j'ai tout ce dont j'ai besoin ». Je suis retourné au microphone une dernière fois. La salle s'est calmée à nouveau.
Je ne suis pas venu ici ce soir pour démolir quelqu'un, ai-je dit. Je suis venu parce que mon père méritait de connaître la vérité. Parce que le silence n'est pas de la loyauté, c'est de la capitulation. Et parce que personne dans cette salle ou ailleurs ne devrait avoir à troquer sa dignité contre l'apparence de l'harmonie familiale. Les applaudissements ont commencé à la table 12. Hélène, ferme et certaine. Ils se sont propagés dans la salle, pas tonitruants, pas jubilatoires, mais délibérés. Le son de 220 personnes offrant quelque chose de plus rare que des louanges. Le respect. Mon père m'a pris le bras alors que nous descendions les marches de la scène. Sa poigne était ferme, ses yeux étaient clairs, et pour la première fois en 15 ans, nous sommes sortis d'une pièce ensemble. Le trajet de retour vers Saint-Jean-Cap-Ferrat a duré 23 minutes. Mon père était assis sur le siège passager et n'a pas parlé pendant les 20 premières. Puis, quelque part sur le pont qui enjambe le Var, avec le fleuve s'étendant noir et sans fin de chaque côté, il a dit « Je demanderai le divorce lundi ». Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas réconforté. J'ai juste tendu la main et serré la sienne. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, la maison était sombre. Les affaires de Victoire étaient toujours là. Les housses de vêtements, les serviettes monogrammées, les coussins décoratifs qu'elle avait choisis pour mon salon. Mais elle n'y était pas. Elle avait apparemment pris un VTC depuis l'hôtel. Où elle est allée, je ne savais pas. Je n'ai pas cherché. Le téléphone de Gérard a vibré 14 fois entre 23h et 2h du matin. Je le sais parce que je pouvais l'entendre vibrer à travers le mur de la chambre d'amis. Il m'a montré les messages le lendemain matin. Gérard, s'il te plaît. Je peux expliquer. Ne fais pas ça à notre famille. Puis tu fais une erreur. Puis c'est entièrement la faute de Brigitte. Elle t'a manipulé. Et le dernier à 1h47 du matin. Tu le regretteras. Perrine m'a appelé à 23h30 ce soir-là. Elle pleurait. Le genre de pleurs laid et brut qui dépouille de toute performance. Pourquoi as-tu fait ça? C'est ma mère. Je sais, ai-je dit. Et je suis désolé que tu souffres, mais elle a volé près de 2 millions d'euros à mon père, Perrine. Elle a imité sa signature. Elle prévoyait de prendre ma maison ensuite. Je n'avais pas d'autre option. La ligne est restée silencieuse, puis très doucement. Je sais. Après avoir raccroché, je me suis assise sur la terrasse dans le noir. L'océan était plus bruyant la nuit. Ou peut-être que j'étais enfin assez silencieuse pour l'entendre. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais vide. Comme on se sent quand on enlève quelque chose qui a grandi en vous pendant des années. Ça fait mal, mais on est plus léger. Gérard est sorti et s'est assis sur la chaise à côté de moi. Il a posé la lettre de ma mère sur l'accoudoir entre nous. Garde-la, a-t-il dit. Elle a toujours été à toi. Le dernier message de Victoire, tu le regretteras, n'était pas une menace en l'air. C'était un communiqué de presse. À 9h le 15 juin, le Buzz niçois, un site tabloïd local avec environ 40 000 abonnés, a publié un titre qui m'a serré l'estomac. Une philanthrope locale affirme que sa belle-fille a orchestré une humiliation publique lors d'un gala de charité. L'article était presque entièrement basé sur l'interview de Victoire. Larmes, voix tremblante, la performance complète. Elle m'a qualifié de perturbé. Elle a qualifié la révélation du gala des embuscades vindicatives par une belle-fille jalouse qui ne m'a jamais accepté. Elle a dit que Gérard était confus et manipulé. La section des commentaires s'est immédiatement divisée. Un nombre inquiétant de personnes l'ont cru. Cette pauvre femme a été prise au dépourvu. Aucune affaire de famille ne devrait être étalée en public. Brigitte Fournier devrait avoir honte. Je suis resté assise au comptoir de la cuisine à lire ces mots et j'ai ressenti une douleur familière. L'instinct de vouloir plaire aux gens, remontant de quelque part de profond, chuchotant que j'étais peut-être allé trop loin. Que j'aurais peut-être dû gérer ça en privé. Que je devrais peut-être m'excuser. J'ai appelé Antoine. Il ne m'a pas laissé finir la phrase. Ne réponds pas. Ne poste rien. N'appelle personne. L'article d'Adèle sort ce soir. Les faits feront le travail. 2 emails haineux sont arrivés cet après-midi-là, de femmes du cercle social de Victoire, qui avaient toutes deux été des invitées à ma propre table dans ma propre maison, buvant mon vin. L'une a écrit « Vous devriez avoir honte de vous.
Victoire a plus donné à cette communauté que vous ne le ferez jamais. L'autre a simplement écrit, le karma existe, Brigitte. J'ai pensé à ce mot, karma. J'ai pensé à Victoire imitant la signature de mon père, vidant sa retraite, cachant la dernière lettre de ma mère dans un tiroir verrouillé pendant 17 ans, et réussissant quand même à faire en sorte que la moitié d'Internet ait pitié d'elle. Je me suis demandé, avez-vous déjà été dans une situation où vous saviez que vous aviez fait ce qu'il fallait, mais le monde vous a fait sentir comme un méchant pour cela? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Parce que cet après-midi-là, j'avais besoin que quelqu'un me dise que je n'étais pas folle. Puis à 18h, mon téléphone s'est allumé avec une notification push de la revue mondaine de la Côte d'Azur. Dernière minute, preuve complète de fraude financière par Victoire Dubois-Fournier. Source confirmée. Adèle a tenu parole. L'article d'Adèle Blanchard faisait 3200 mots de journalisme chirurgical. Pas de spéculation, pas d'adjectifs, juste des preuves empilées comme des briques. Elle a publié l'acte contrefait aux côtés de l'analyse forensique de Patricia Solange. Elle a imprimé les relevés bancaires avec les numéros de routage expurgés mais les montants et les noms de comptes intacts. Elle a cité le juge Hubert officiellement. Les preuves présentées étaient suffisantes pour justifier la révocation immédiate du prix et le renvoi aux autorités compétentes. Elle a inclus une chronologie complète de l'activité financière de Victoire, l'enregistrement de la SARL en 2022, les retraits du père jusqu'en 2024, la carte de crédit ouverte à l'insu de Gérard, et elle a placé le jugement de divorce Bernard à côté, comme un miroir. Le titre seul suffisait. La philanthrope qui volait, la double vie de Victoire Dubois-Fournier. En 12 heures, l'article a atteint 127 000 vues, 4 800 partages, 1200 commentaires. Le plus apprécié, d'un lecteur de Cagnes-sur-Mer, disait « Cette femme avait un schéma. Gérard Fournier a de la chance que sa fille l'ait sauvée. » Le buzz niçois, le même média qui avait publié l'interview larmoyante de Victoire ce matin-là, a publié une rétractation avant minuit. Nous nous excusons pour notre reportage partial précédent et encourageons les lecteurs à examiner les preuves complètes publiées par la revue mondaine de la Côte d'Azur. L'Ordre des avocats de Nice a publié une déclaration formelle le lendemain matin. Le prix de la philanthrope de l'année 2025 a été définitivement annulé. Le statut de partenaire de la Fondation Dubois-Fournier a été suspendu en attendant un audit financier complet. En 48 heures, 3 des plus grands sponsors de la Fondation, une banque régionale, un concessionnaire de voitures de luxe et un groupe hôtelier, ont retiré leurs promesses de dons. Valeur combinée, 420 000 euros. L'attaché de presse de Victoire a publié une déclaration de 2 phrases en son nom. Madame Dubois-Fournier nie catégoriquement toutes les allégations et se réjouit de laver son nom par la voie légale. Personne ne la citait. Le cycle des nouvelles était déjà passé à autre chose, mais pas dans la direction que Victoire voulait. Le lundi 16 juin, mon père est entré au tribunal des affaires familiales de Nice à 9h15, portant un costume bleu marine et l'expression d'un homme qui venait de se réveiller après un très long sommeil. Il a demandé le divorce pour fraude au mariage et dissipation des actifs matrimoniaux. La requête faisait 14 pages, préparée par Antoine Lambert au cours des 2 semaines précédentes, et citait chaque document, chaque compte et chaque signature contrefaite que nous avions découvert. Ce même après-midi, Antoine s'est rendu au commissariat de police de Nice et a déposé une plainte pénale formelle. Les chefs d'accusation qu'il a recommandés étaient précis, faux en écriture, abus de faiblesse, usurpation d'identité pour la carte de crédit non autorisée. Chacun étant un crime, chacun passible d'une peine de prison potentielle mesurée en années, pas en mois. Le commissariat a ouvert une enquête immédiatement. Victoire a été sommée de se présenter dans les 72 heures. Mercredi, elle avait engagé maître Nathan Perrin, un avocat pénaliste bien connu à Nice. La première démarche de Perrin fut un appel téléphonique à Antoine, proposant un règlement. Rendre l'argent, fermer les comptes, abandonner les charges, et tout le monde s'en va tranquillement. Antoine a relayé l'offre. Je n'ai pas eu besoin de 30 secondes. Pas de règlement, ai-je dit. Mon père a droit à la pleine protection de la loi, pas à une poignée de main dans une salle de conférence. À la fin de cette semaine, la Banque du Littoral azuréen avait gelé à la fois le compte d'épargne V. Dubois et la fiducie V. Dubois, un total combiné de 595 000 euros, bloqué jusqu'à la conclusion de l'enquête. Perrine m'a appelé ce jeudi-là, son deuxième appel depuis le gala. Sa voix était plus calme cette fois, plus posée. On peut parler, a-t-elle demandé. Pas en ennemi.
Je ne t'ai jamais considéré comme mon ennemi, Perrine, ai-je dit. Mais tu dois décider où tu te situes. Je ne peux pas le faire pour toi. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, je sais. Le chiffre final est tombé le 2 juillet. L'audit d'urgence de la Fondation Dubois Fournier par l'Ordre des avocats de Nice a révélé ce qu'Antoine soupçonnait depuis le début. La pourriture était plus profonde que les comptes personnels. 85 000 € de dons de charité avaient été reclassés par une série de transferts internes et discrètement redirigés vers les dépenses personnelles de Victoire, des factures d'organisation d'événements qui se sont avérées être pour le traiteur de ses dîners privés. Des frais administratifs qui correspondaient au montant exact de son abonnement mensuel au spa, et des honoraires de conseil de 10 000 € payés à Propriété Prestige Dubois SARL, la même société écran utilisée pour voler la maison de mon père. Le total révisé, 1,92 million d'euros. Le même jour, le grand jury de Nice a rendu une mise en examen formelle, 4 chefs d'accusation, faux en écriture, abus de faiblesse, usurpation d'identité, détournement de fonds caritatifs. Victoire s'est rendue au palais de justice, a versé une caution de 75 000 € et a été libérée avec un bracelet électronique GPS et une ordonnance du tribunal lui interdisant tout contact avec Gérard Fournier. L'ordonnance d'éloignement a été accordée le même après-midi. 60 mètres, pas d'exception. Adèle Blanchard a publié un article de suivi. Nice Matin, le plus grand quotidien de la région, a repris l'histoire. Le Petit Niçois aussi. Des estimations prudentes plaçaient le lectorat combiné à plus de 500 000 personnes. Sur les réseaux sociaux, le hashtag fraude Fournier a été en tendance régionale pendant 3 jours. Le nom de Victoire, autrefois synonyme de déjeuner de charité et de page mondaine, ne renvoyait plus qu'à un seul type de résultat de recherche. Son avocat de la défense, Nathan Perrin, a émis l'idée d'une contre-poursuite, en diffamation contre moi. La réponse d'Antoine a été une seule phrase dans un email. Chaque déclaration faite au gala était étayée par des preuves vérifiées de manière indépendante, examinées à l'avance par un juge en exercice. Nous nous réjouissons de la phase de communication des pièces. La contre-poursuite n'a jamais été déposée. La première semaine de juillet, après que la mise en examen, l'ordonnance d'éloignement et les titres des journaux se soient tous installés dans une sorte de calme épuisé, je me suis assise avec mon père sur la terrasse de la villa. La même terrasse, les mêmes chaises, mais rien d'autre n'était pareil. Papa, ai-je dit, je t'aime. J'ai besoin que tu entendes ça d'abord, parce que ce que je vais dire ne sonnera peut-être pas comme de l'amour, mais ça l'est. Il a hoché la tête. Il écoutait. Vraiment écoutait. Peut-être pour la première fois depuis des années. Je ne vais pas redevenir la version de moi qui mettait tout le monde à l'aise. J'ai passé 15 ans à être la discrète, la conciliante, la fille qui ne se plaignait jamais parce qu'elle ne voulait pas créer de problème. C'est fini. Si nous voulons avoir une relation, une vraie, elle doit être bâtie sur l'honnêteté. Tu me dis la vérité. Je te dis la vérité, et aucun de nous ne laisse quelqu'un d'autre réécrire l'histoire. Ses yeux brillaient, mais il n'a pas détourné le regard. Je vais commencer à voir quelqu'un, a-t-il dit. Un thérapeute. J'ai besoin de comprendre comment j'ai laissé cela arriver. Comment j'ai laissé quelqu'un se mettre entre moi et ma propre fille pendant 15 ans sans le voir. C'est tout ce que je demande. Ce soir-là, j'ai écrit un email à Perrine. Je l'ai gardé court et clair. Je ne te déteste pas. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai besoin que tu comprennes que ce que ta mère a fait était criminel, pas un malentendu, pas une querelle de famille. Si tu veux construire quelque chose de réel entre nous, ça commence par reconnaître ça. Je ne te demande pas de choisir un camp. Je te demande de choisir l'honnêteté. J'ai aussi passé un appel que j'avais reporté, au docteur Hélène Marchand, une assistante sociale clinicienne spécialisée dans les traumatismes familiaux. Mon premier rendez-vous était prévu pour le mardi suivant. Établir des limites, il s'avère que ce n'est pas un seul moment dramatique sur une scène. C'est une série de décisions silencieuses prises dans des pièces ordinaires. Et la limite la plus difficile à faire respecter est celle que vous vous fixez à vous-même. La lettre est arrivée à la mi-juillet. Pas un email, pas un SMS, mais 3 pages manuscrites dans une enveloppe de couleur crème sans adresse de retour. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Perrine. Elle mettait toujours des petits cercles sur ses lits, comme elle le faisait quand elle avait 14 ans et que j'en avais 21, et que nous avions brièvement, avant que Victoire ne fasse comprendre que la proximité entre nous était inacceptable,
étaient quelque chose comme des amis. Elle a écrit, Brigitte, je pleure depuis 3 semaines, non pas parce que ma mère a été arrêtée, mais parce que j'ai enfin réalisé ce que je sais depuis 15 ans et que je refusais de dire à haute voix. Je l'ai regardé te traiter comme si tu n'existais pas. Je l'ai regardé prendre ta chambre, tes vacances, ta place sur les photos de famille. Je l'ai entendu t'appeler et la laisser pour compte à un dîner. Et j'ai ri avec elle parce que c'était plus facile que de te défendre. J'étais à l'aise, et le confort m'a rendu complice. Je n'écris pas pour demander pardon. Je ne l'ai pas mérité. J'écris parce que tu mérites d'entendre quelqu'un dans cette famille dire « je l'ai vu ». C'était mal. Et je n'ai rien fait. J'ai commencé à voir un thérapeute. Je veux être quelqu'un qui dit la vérité, même quand ça me coûte quelque chose. Si tu es d'accord, j'aimerais essayer de te connaître. Pas comme des demi-sœurs qui se tolèrent, mais comme 2 adultes qui choisissent l'honnêteté plutôt que la commodité. J'ai lu la lettre 2 fois. La 2e fois, j'ai pleuré. Elle avait aussi inclus quelque chose auquel je ne m'attendais pas, une confession. Victoire avait dit à Perrine des années auparavant que j'avais reçu un héritage important de ma mère et que je refusais de le partager avec la famille. C'est pour ça qu'elle ne vient pas aux fêtes, avait dit Victoire. Elle se croit meilleure que nous. C'était, bien sûr, complètement inventé. Ma mère n'a laissé aucun argent. Elle a laissé une lettre, et même ça avait été volé. J'ai répondu, j'apprécie ton courage, Perrine. Commençons doucement. Nous nous sommes retrouvés dans un café de la rue Masséna à la fin du mois de juillet. Nous avons parlé pendant 3 heures. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas parfait, mais c'était la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec quelqu'un qui partageait mon nom de famille. Décembre 2025, 6 mois plus tard. Je suis assise sur la terrasse de la maison de Saint-Jean-Cap-Ferrat, au même endroit où toute cette histoire a commencé avec un verre de vin et un appel à 23h47. Les vagues ont le même son. L'air salin a le même goût. Mais je ne suis pas la même femme qui était assise ici en mars. Mon père vit dans la maison d'amis maintenant, à 50 pas de la maison principale. Il a finalisé son divorce en octobre. Le règlement a restitué chaque euro volé sur ses comptes, ou du moins les euros qui pouvaient être récupérés. Il voit son thérapeute tous les jeudis. Son cardiologue dit que ses chiffres sont meilleurs qu'ils ne l'ont été en 3 ans. Mardi dernier, il a préparé le dîner pour nous 2. La première fois qu'il cuisinait depuis que ma mère était en vie. C'était horrible. J'ai mangé chaque bouchée. Je suis retourné au travail, mais pas chez Méridien. J'ai fondé le groupe Conseil Fournier, un cabinet de conseil stratégique solo basé dans un petit bureau sur le quai des États-Unis. Mes 3 premiers clients comprenaient le cabinet de Maître Douglas Renaud, l'homme qui m'a serré la main au gala et m'a offert sa carte. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a dépassé mes prévisions de 14%. Le procès de Victoire est prévu pour mars 2026. 4 chefs d'accusation. Si elle est reconnue coupable, elle risque de 5 à 15 ans. Je n'y pense plus autant qu'avant. Perrine vient sur la presqu'île 1 fois par mois. Nous ne sommes pas proches. Pas encore. Mais nous sommes honnêtes, et ça vaut plus que tout. L'article de suivi d'Adèle Blanchard, Brigitte Fournier, la femme qui a choisi la vérité plutôt que le silence, a été republié par Forbes Femmes dans leur chronique d'automne. Je ne l'ai pas lu pendant 2 semaines. Quand je l'ai finalement fait, je l'ai lu à côté de la lettre de ma mère. La dernière ligne que ma mère m'ait jamais écrite était celle-ci, « Tu suffis, toujours ». Chaque matin, j'ouvre cette lettre. Chaque matin, je m'assois sur cette terrasse et je regarde la Méditerranée s'étendre vers l'horizon. Et chaque matin, je sais quelque chose que je ne savais pas il y a 1 an. Je suis ici parce que j'ai choisi de l'être. Pas parce que quelqu'un me l'a permis. Pas parce que j'ai gagné le droit par le silence. Parce que je suffis. Je l'ai toujours été. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette histoire, merci. Vraiment. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait du moment où l'on arrête de se faire tout petit pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand. Si vous êtes dans une relation où vous vous êtes amoindri, dans votre famille, au travail, n'importe où, j'espère que vous avez entendu quelque chose ce soir qui vous a rappelé que vos limites ne sont pas égoïstes, elles sont une question de survie.